question, cette thématique diront. Maintenant, on va donner la parole à notre dernier intervenant. Il s'agit de Monsieur Seyd Ba, donc qui est étudiant en sciences politiques, donc en licence, qui sera donc notre dernier intervenant. Monsieur Ba, si vous nous recevez, vous avez la parole. Oui, bonjour, Monsieur Diallo, et bonjour, chers doyens qui sont ici aujourd'hui, et également à mon camarade Ahmad Diouf. Donc, il serait difficile même d'ajouter quelque chose après avoir écouté donc, la présentation de ceux qui sont déjà passés ici. Mais donc un grain de sel ajouté dans la marmite ne gâche rien. Donc on va essayer d'ajouter notre grain de sel également par rapport à ce thème-là. Donc voilà, donc je vais essayer également d'être beaucoup plus pragmatique, voilà, puisque le temps ne nous attend pas. Donc on est obligé de se conformer au temps. Donc je vais essayer d'être un peu voilà, pragmatique, disons ça. Donc, par rapport à ça, à ma présentation, bon, je vais peut-être partager un petit document donc, que j'avais essayé de faire hier. Donc, ce n'est pas un document complet. Donc, ce n'est pas vraiment complet, c'est juste un document qui me permettait de guider ma réflexion et de l'organiser. Donc, par rapport au sujet, donc, je parlerai sur 3 points. Donc, la première, à savoir la clarification conceptuelle, que je ne vais pas trop m'attarder, puisque ceux qui sont passés sont déjà revenus largement sur ça. Peut-être je vais juste un peu brosser et passer dans la deuxième partie, à savoir parler un peu de l'histoire et l'évolution de la démocratie au Sénégal, et terminer par le 3, point 3, en faisant un bilan et également en prenant position, en donnant donc ma position par rapport à la question que je pense que tout le monde se pose. Est-ce que le Sénégal est un État actuellement démocratique? Donc je vais donner mon avis par rapport à ça, donc, et également explorer quelques pistes de réflexion. Donc, par rapport donc, à la clarification des concepts, donc le concept de démocratie, je pense qu'on a largement parlé sur ça. Et à la définition que l'on pense le plus souvent, c'est celle d'Abraham Lincoln, qui parle de la démocratie comme étant le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Que si je peux transcrire donc en Wolof, vous allez m'excuser, je vais parler un peu de Wolof. Donc, que je pourrais transcrire en Wolof comme étant voilà, nguuru askan wi gi jóge ci askan wi te war a jëm ci askan wi. Donc cette définition-là, je pense que le dernier intervenant, voilà, Modidia, est revenu largement sur cette définition. Donc, qui est vraiment une définition utopique, qui est presque même, je dirais, impossible à appliquer. Donc, vraiment pour être pertinent et cohérent par rapport donc à la situation actuelle du Sénégal. Donc, et surtout à cette époque moderne, on parle beaucoup plus de démocratie représentative. Donc, c'est pourquoi moi j'aborderai beaucoup donc, le concept de démocratie dans ce sens-là, de la démocratie représentative, qui est tout simplement donc, un régime politique dans lequel la souveraineté, bien évidemment, appartient au peuple, comme le disait Abraham Lincoln. Mais cette souveraineté n'est pas forcément donc, exercée directement par le peuple. Donc c'est exercé par le biais des représentants qui sont élus donc, pour une durée bien déterminée et de façon régulière. Et ça nous ramène un peu à l'élection. Donc vous voyez le rapport que ça il y a entre donc, démocratie représentative et élection. Donc il y a un rapport très étroit. Donc je ne vais pas également trop m'attarder sur le concept d'élection. Donc on sait tous c'est quoi une élection et son rôle que ça joue donc, au niveau de donc, quand on parle de démocratie. Donc il y a également le concept de reddition des comptes. Donc la reddition des comptes aussi, le doyen Ibrahim Diaté est revenu largement sur ça. Donc la reddition des comptes veut dire tout simplement donc l'obligation en quelque sorte, si on peut simplifier donc, ce concept-là, c'est l'obligation qu'a donc les autorités publiques de rendre compte
donc par rapport à leur mandat, donc les populations qui les ont élus. Donc c'est juste de cette manière qu'on peut dire. Et aussi, la reddition des comptes, il faut aussi comprendre que ça a été proclamé dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dans son article 15, donc, selon lequel, je cite, donc la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Donc, donc la reddition des comptes occupe une place importante également quand on parle de démocratie, et surtout de cette démocratie représentative. Donc, comme je l'ai dit, je ne vais pas trop m'attarder sur les concepts, donc je vais passer directement donc à la partie 2, c'est-à-dire à savoir de parler un peu de l'histoire et l'évolution de la démocratie au Sénégal. Bon, ici, dans cette partie, j'ai essayé de faire, disons, trois catégories, donc trois périodes en quelque sorte, qui m'ont permis peut-être de faire une analyse beaucoup plus cohérente selon ma vision des choses. Donc la première période, elle est donc des 4 communes jusqu'à l'indépendance en 1960. Bon, des 4 communes, ici je fais référence bien évidemment à ce que l'on appelle, donc je pense aussi que le doyen Diatta est revenu sur ça aussi, le Sénégal en matière de démocratie, c'est un exemple. Également en matière d'élection, le Sénégal fait partie des pays qui ont vraiment une longue tradition de vote. Donc, pour preuve, donc, lors des 4 communes, donc de Gorée, de Rufisque, Gorée, Rufisque, Dakar et Saint-Louis. Donc pour ces 4 communes-là, ils votaient même au 19e siècle. À partir du 19e siècle, on commençait à voter ici au Sénégal. Donc alors qu'on ne parlait même pas encore d'indépendance. Donc vous voyez que le Sénégal vraiment a une longue tradition donc, par rapport à démocratique, disons ça. Et également, dans cette période toujours, avant les indépendances, il y a aussi une loi que l'on dénomme la loi de Lamine Gueye de 1946. Donc cette loi qui permettait de vraiment donner la citoyenneté donc, aux populations, aux habitants des populations de l'outre-mer, donc des outre-mer, des pays d'outre-mer, disons ça en quelque sorte. Donc cette loi également a permis, donc en quelque sorte, de ne pas simplement donner la citoyenneté donc seulement à ces 4 communes, mais de l'élargir donc au niveau national, donc dans tout le Sénégal. Donc tous les Sénégalais auront la possibilité d'avoir donc la citoyenneté française à cette époque-là. Donc également toujours dans cette époque, donc on va vers les indépendances. Et quand on parle d'aller vers les indépendances, donc on pense certainement à des hommes comme Léopold Sédar Senghor, Mamadou Dia, donc qui ont joué un rôle important par rapport donc à la démocratie. Et on n'oublie pas également le référendum donc qui était pour rester dans l'AOF. Donc tout ça, le Sénégal a montré là-bas, disons que une culture démocratique. Donc on a vu les Mamadou Dia, les Senghor essayer vraiment de convaincre. Ils ont joué un rôle en quelque sorte vraiment pour voter pour rester donc dans donc au référendum avec De Gaulle. Maintenant pour la deuxième époque, donc je me suis dit que voilà, à partir des indépendances jusqu'à l'alternance de 2000, bon, il y a tellement de choses à dire, mais puisque le temps ne nous permet pas, donc on va juste essayer de faire un bref résumé sur cette période-là. Et également, c'est la période, je pense, la plus importante en fait de l'histoire politique du Sénégal et de l'histoire démocratique du Sénégal. Donc dans cette partie, il y a eu des crises. Donc, et la crise la plus marquante peut-être qui vient automatiquement en tête quand on parle du Sénégal, c'est la crise entre Senghor et Mamadou Dia de 62-63, donc où on a vu des changements de régime. On est parti d'un régime présidentiel, d'un régime parlementaire à un régime présidentiel. Donc vraiment, il y a eu un grand chamboulement donc, lors de cette crise-là et également vraiment des faits qui
qui bon, peut-être parfois peut être considéré comme étant démocratiquement, donc la manière dont ça s'est passé, en fait, n'honorait pas donc cet aspect-là démocratique de l'État du Sénégal. Donc il y a aussi donc la partie même la plus importante de cette époque, c'est-à-dire le passage du monopartisme au multipartisme intégral. Donc ici, vraiment, c'est là où vraiment le Sénégal a sorti le grand jeu. Le Sénégal a devancé presque tous les États africains. Donc, on le sait, c'est en 1974 qu'il y a eu la loi donc, qui a permis d'ouvrir le jeu politique vers le multipartisme limité à cette époque-là. Maintenant, c'est en 1978 qu'il y a eu le multipartisme intégral avec la création d'autres partis. Donc, en 1974, il y avait la création du parti PDS, donc de Abdoulaye Wade. Donc, c'est à cette époque-là vraiment qu'on a vu un jeu démocratique qui est en train de s'ouvrir. Donc le Sénégal était en train vraiment dans une nouvelle ère et également avait pris de l'avance quand on sait que quand on parle de la démocratisation des pays africains. Donc on pense surtout dans les années 90. Donc alors que le Sénégal a enclenché ce processus-là depuis les années 74. Donc c'est pourquoi le Sénégal est vraiment considéré comme étant un cas d'école en matière de démocratie ici en Afrique. Donc toujours dans cette période aussi, également il y a eu une réforme importante et jusqu'ici, c'est cette réforme-là vraiment qui nous permet d'avoir des élections régulièrement, donc c'est-à-dire la réforme du code électoral de 92, donc qui a été initiée par le juge Kéba Mbaye. Donc ce code électoral-là de 92 a vraiment permis au Sénégal d'être stable, d'avoir des élections vraiment transparentes et également moins contestées. Donc, même si le code a des insuffisances, comme toute chose, hein, comme la plupart de nos lois, il y a des insuffisances. Donc, et pourquoi je parle d'insuffisance? Parce que dans ce code-là, il y a donc des parties où on ne comprend pas trop. Donc, là, par exemple, dans le cadre des inéligibilités, donc beaucoup de choses aujourd'hui qu'on parle des articles de L29, L30 qu'on parlait, donc c'est issu en fait de ce code électoral de 92. Donc malgré ces insuffisances, en fait, ce code électoral en fait de 92 a joué un grand rôle donc dans la démocratie et dans la tenue des élections ici au Sénégal, d'avoir des élections stables, transparentes et également qui sont moins contestées. Donc ça, c'est une époque importante, c'est pourquoi je considère cette partie en fait de l'histoire du Sénégal, de l'histoire politique comme étant la partie la plus importante en fait selon moi de l'histoire démocratique du Sénégal. Donc pour terminer avec cette époque, donc on parle de l'alternance de 2000 jusqu'à nos jours. Voilà. Donc à cette époque aussi, là où nous sommes actuellement, donc on sait très bien que il y a eu une émergence des médias et de la société civile à partir des années 2000, de la première alternance. Donc en 2000, il y a eu vraiment cette alternance a également permis d'ouvrir beaucoup plus donc la démocratie et également favoriser le développement de la démocratie et surtout à travers ce que l'on appelle donc comment dirais-je encore, il y a le mot qui m'échappe. La prise de parole en fait est devenue encore beaucoup plus libre à cette époque-là. Donc vers l'alternance de 2000, il y a eu des médias qui sont créés, des médias privés qui ne sont plus en fait des médias contrôlés par les États, des médias privés qui donnent la parole en fait aux citoyens et également aux partis politiques d'avoir beaucoup plus l'opportunité de pouvoir vraiment défendre leur idéologie et également de pouvoir contester certaines décisions des gouvernements. Donc également, il y a la deuxième alternance bien évidemment de 2012, donc qui montre que vraiment le Sénégal, c'est vraiment un pays voilà, en matière démocratique, donc mature en fait. Cette population, elle est mature démocratiquement. C'est pas évident en fait d'avoir deux alternances
dans un si jeune État ici en Afrique, on le voit rarement. Donc, avoir deux alternances, donc ça a été vraiment quelque chose qui a permis à la démocratie de plus respirer. Donc, et également, bon, je parle également de cette période. J'ai terminé par parler de la loi du parrainage qui fait actuellement même forcément l'actualité. La loi de parrainage qui a été adoptée en 2019. Donc, le parrainage aujourd'hui, on le contestait quand on l'adoptait. Donc, ce parrainage-là. Mais actuellement, pour l'élection 2024, on voit que réellement, ce parrainage-là aura une utilité. Et vraiment, parce qu'aujourd'hui, imaginez qu'on a plus de 200 candidats. Et déjà, économiquement, c'est pas facile pour l'État du Sénégal, pour un État comme le Sénégal, d'avoir 200 candidats. Économiquement, financièrement, les dépenses qu'il faut faire, c'est énorme. Et également, politiquement, on risque même de se perdre. On ne sait pas en fait qui est qui. Et donc, le parrainage donc, va jouer un rôle fondamental pour ces élections-là de 2024 et aura une utilité, même si voilà, je dis que aussi ce parrainage a des insuffisances. Donc voilà, et la manière même dont on le fait, selon moi, le parrainage en fait ne doit pas être montrer l'intention de vote qu'on a, mais c'est l'impression qu'on a parce que on nous dit que on doit parrainer qu'un seul candidat. Donc le fait que de parrainer un seul candidat, c'est comme si en fait de dire on va voter pour ce candidat-là. Donc c'est un peu en fait antidémocratique en quelque sorte par rapport au principe démocratique. Le vote doit être en fait quelque chose de secret. Et si je pouvais peut-être réformer ce parrainage-là, je ferais en sorte qu'un citoyen vraiment puisse parrainer plusieurs candidats. Parce que dire que toi tu peux être candidat ne veut pas forcément dire que je vais voter pour toi. Donc pourquoi vouloir cantonner ce citoyen-là à un seul candidat, à vouloir parrainer un seul candidat. Donc c'est ça. Donc pour terminer, donc comme je l'ai dit, ma prise de position, c'est quoi? C'est de dire que vraiment le Sénégal, on le sait tous, hein, c'est un pays démocratique. Même si il y a des insuffisances. Donc la démocratie c'est un idéal comme le disait Ahmed Diouf. Donc c'est quelque chose que on pense à chaque fois s'en rapprocher, mais en réalité on est très loin de la démocratie. Donc c'est un idéal donc qui n'est pas qu'on pourra peut-être jamais atteindre. Donc on ne peut pas être à 100% démocratique. Donc ça c'est impossible. Donc c'est pourquoi je dis que le Sénégal c'est un pays démocratique, même s'il y a des insuffisances. Et parmi ces insuffisances, ce qu'on peut citer, on peut citer la crise de la représentativité. Donc ça aussi, c'est pas seulement ici au Sénégal, même aux États-Unis, il y a cette crise de représentativité. Donc les représentants, c'est-à-dire ce qu'on a élu, ils ne représentent peut-être forcément pas les aspirations des populations. Donc ça, c'est par rapport à la démocratie représentative, c'est trahir cette démocratie-là. Donc ça, c'est des insuffisances. Et également, ici, particulièrement au Sénégal, si nous revenons ici au Sénégal, il y a également donc les partis politiques, le pléthore de partis politiques, pour moi, ne favorise pas en fait une vraie démocratie. Et selon moi, on devrait vraiment retourner vers le multipartisme limité, où il y a vraiment, on limite le nombre de partis par rapport, donc, on donne la possibilité qu'il y ait le multipartisme, mais qu'il y ait des partis vraiment qui ont une idéologie claire qu'on peut percevoir. Mais actuellement, on voit plus de 200 partis, ou bien même plus de 300 même. Voilà, on ne sait pas qui est socialiste, qui est voilà, libéraliste, qui est panafricaniste. Et des fois, on se mélange, on crée des coalitions de contre nature. Vraiment, c'est des choses vraiment qui ne permettent pas donc le développement total de la démocratie. Bon, je vais terminer. Je pense que Lamine Diallo va me frapper là. Donc, je vais terminer par poser ces deux questions-là, c'est-à-dire des pistes de réflexion. Le développement du Sénégal donc, et de l'Afrique de manière générale
ne passerait-il pas par l'instauration d'un système démocratique qui est profondément africain? Comme on le sait, la démocratie telle qu'on l'applique ici en Afrique n'est pas propre n'est pas la création africaine. Donc c'est pourquoi on parle de mimétisme. Donc c'est de greffe également de l'État. Donc on sait tous que cette démocratie c'est pas propre à nous. On n'a pas créé cette démocratie. C'est pourquoi même d'ailleurs c'est compréhensible qu'on puisse avoir des problèmes pour vraiment être totalement dans cette démocratie-là, avoir telle qu'elle est conçue par les Occidentaux ou bien les Occidentaux, d'avoir cette même démocratie en Afrique. Ça serait très difficile parce que ce n'est pas une création africaine. Donc la deuxième question aussi que je me pose, peut-on avoir un meilleur système que la démocratie? Ça aussi c'est une piste de réflexion qui demande beaucoup de réflexion. Est-ce que les Africains ne doivent pas créer leur propre système? Est-ce que les Africains également est-ce que ne serait pas plus adapté donc de retourner vers également vers le totalitarisme ou bien vers l'autoritarisme, donc qui est beaucoup plus adapté à l'histoire africaine? Quand je parle de l'histoire africaine, je fais référence en fait aux traditions. Donc ici en Afrique, on a la tradition de la chefferie. Donc est-ce que ce système en fait ne convient pas plus aux Africains? C'est des pistes de réflexion qui méritent en fait voilà, notre attention, nous tous en tant que politistes. Et merci beaucoup et je m'excuse d'avoir pris autant de temps.